Chers amis, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce conseil municipal, qui a priori sera l'avant-dernier de notre année 2022. On fera sûrement un début du mois de décembre. Je vais procéder à l'appel. Patricia Ferron. Présent. Jean-Marc Faguier. Présent. Marion Bergina. Christian Baillet. Présent. Sophie Dupouille. Présent. Jacques Choulet. Présent. Claire Duprat a donné procuration à Jacques Choulet. Yoann Labarère. Corinne Rowe. Présent. Arnaud Fabre. Il est en retard. Marie-Ange Bader. Présente. Christophe Castet. Aurélie Lévesque a donné procuration à Marion Bergina. Huguette Etcheverry. Présent. Sylvie Solignon. Présent. Dominique Barrière. Présent. Agnès Gauziel. Présent. Ludovic Ducam. Présent. Solange Poudens. Présent. Christophe Bergès. Oui. Olivier Martinez. Présent. Julie Souriant. Présente. Marjorie Coutrouche. Olivia Bourquin. Présent. Isabelle Laburte. Présente. Cédric Mallet a donné procuration à Olivier Martinez. Y a-t-il des remarques par rapport au procès-verbal de notre dernier conseil municipal? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour. Nous avons découvert il y a quelques mois que nous avions au cimetière de Saint-Sevé 3 Saint-Sévérins enterrés, Germaine et Nathalie Lapeyre et leur père Jean-Marie Lapeyre, qui ont été reconnus en 2008, juste parmi les nations, par le Parlement israélien, pour les actes qu'ils ont faits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, nous avons une photo de ces deux jeunes enfants qui ont été recueillis en 1943 et 1944. Ils s'appellent Odette et Roland Affon. Monsieur Affon est encore en vie. Il approche les 90 ans. Nous avons eu un contact avec lui. Il a donc été hébergé rue de Pontix. Vous connaîtrez la maison qui n'a pas trop changé. Je voudrais vous, si vous allez sur le comité français pour Yad Vashem, vous retrouvez une note sur leur histoire. Je vais prendre 3 minutes parce qu'elle est très éclairante dans le contexte actuel où on a notamment le film sur Simone Veil qui va sortir. C'est une histoire qui nous a aussi touché ici à Saint-Sevé. Rescapés des camps et enfants cachés sont porteurs d'histoires individuelles uniques et qui toutes participent précieusement à l'élaboration et à la diffusion de l'histoire de la Shoah. Extrait du témoignage de Roland Affon devant les lycéens de Revel. Nous habitions dans le 11e arrondissement de Paris, Nation, Bastille, et lorsque nos parents apprenaient qu'une rafle aurait lieu le soir même, nous allions, ma sœur et moi, passer la nuit chez l'un ou l'autre de nos voisins de palier pour être épargnés. Cela me donne l'occasion de rendre hommage à M. et Mme Crouzet ainsi qu'à M. et Mme Gélibert. Le premier était policier et pouvait avoir quelques informations, tandis que les seconds étaient des sympathisants communistes. Devant l'augmentation de la fréquence des rafles, nos parents décidèrent de nous cacher dans le sud-ouest de la France, soit dans les Landes à Saint-Sevé. La famille Lapeyre devait nous accueillir, Jean-Marie, le père, et ses 2 filles célibataires, Germaine et Nathalie. Nous sommes partis en train, accompagnés par une cousine qui pouvait voyager sans danger pour elle car elle était protestante. Notre séjour a duré plus d'1 an, courant 1943 jusqu'à la Libération, quand les trains ont pu de nouveau circuler. Les Allemands avaient une commandanture à Saint-Sevé. Celle-ci se trouvait seulement à quelques dizaines de mètres de l'épicerie de la famille Lapeyre. Voilà pourquoi nous ne devions pas éveiller l'attention et nous montrer très disciplinés. Nous étions supposés être de petits cousins. Nous étions scolarisés, allions à la messe tous les dimanches, et le soir, avant de dormir,
nous récitions des prières dont la principale était « Revoir nos parents ». Nous leur écrivions quelques lettres adressées à notre concierge, Madame Hulot, qui les transmettait fidèlement. Notre présence dans cette petite ville de France, et qui plus est dans une famille sans petits-enfants, ne pouvait passer inaperçue. Les clients de l'épicerie, les voisins, le curé, les sœurs de notre école, tous devaient être dans la confidence. Mon père travaillait de nuit dans une usine de nettoyage à sec de vêtements. Le 18 mai 1944, il a été brûlé par l'explosion d'une cuve de benzène. Pour l'hôpital, son patron l'a déclaré musulman, ajoutant que ses papiers avaient été détruits avec ses vêtements atteints par les flammes. Au retour de l'hôpital de mon père, 2 policiers français sont venus chercher nos parents à leur domicile. Il a fallu que ceux-ci les supplient, leur donnent le peu d'argent qu'ils possédaient, en plus de quelques bijoux. Les policiers acceptèrent de les épargner à condition que nos parents quittent leur appartement, sur la porte palière duquel la Gestapo devait apposer les scellés le lendemain. Ne sachant où aller, nos parents se réfugièrent d'abord chez un couple de voisins dans le même quartier. Le mari fut ensuite arrêté et déporté. En conséquence, nos parents revinrent dans leur immeuble, mais chez une cousine sur le point de se convertir au catholicisme. Elle devint après carmélite, et qui leur assurait qu'elle priait tous les jours pour qu'ils soient épargnés. Arrivé à la cinquantaine, j'ai pris conscience des risques considérables pris par notre famille d'accueil pour nous sauver à Saint-Sevé. La question que je pose est la suivante. Pourquoi avoir attendu tant d'années pour tenter de les revoir, de les remercier? Je n'ai pas de réponse précise. Je pense que notre silence et notre ingratitude peuvent s'expliquer par une combinaison de raisons. Compte tenu des circonstances, notre séjour à Saint-Sevé ne fut pas réjouissant. Beaucoup de contraintes, de peur, de silence ont pesé sur nos origines. Une fois de retour, nous avons voulu oublier. Notre sort d'enfant caché n'est bien sûr pas comparable avec les souffrances vécues par les rescapés des camps d'extermination, mais un même voile de silence, souhaité par tous, s'en est suivi. En conclusion, je voudrais rappeler que ce ne sont pas des raisons financières qui ont conduit notre famille d'accueil à prendre tous les risques pour nous sauver. Serions-nous capables, nous aussi, de risquer notre vie pour d'autres? Voilà ce qu'a dit M. Roland Maffron, qui a donc été accueilli pendant plus d'1 an, de 1943 à 1944, à Saint-Sevé, par M. Lapeyre et ses 2 filles qui n'ont pas de descendance, puisque les 2 filles de M. Lapeyre n'ont pas eu d'enfants. Nous profitons de ce conseil municipal à la fois pour mettre un peu au jour cette histoire, moi-même je ne connaissais pas, je pensais peu connue sur Saint-Sevé. Nous aurons sûrement l'occasion, lors du 8 mai 1943, puisqu'on fêtera les 70 ans de leur arrivée de Saint-Sevé 2023, pour fêter les 70 ans de leur arrivée sur Saint-Sevé, d'essayer de mêler les collégiens, les écoles à ce moment de mémoire. Et je vous propose, à travers de cette délibération, que symboliquement, un peu comme on le fait avec le souvenir français pour certains morts pour la France, que la commune s'engage à entretenir ces 3 tombes qui sont sans descendance directe. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. Oui, oui, bien sûr. Oui, merci Monsieur le maire. Donc c'est une très belle histoire, hein. Une belle histoire au sens noble du terme. Bien évidemment, nous allons voter cette délibération, ça va de soi. Juste, je découvre aussi cette histoire. Je ne la connaissais pas. Il n'y a pas de descendance. La ville honore les gens qui permettent de la connaître et de la faire reconnaître. Moi, ce que je vous propose, hein, je parle et je pense en même temps, serait-il possible de pouvoir honorer ces personnes qui ont honoré notre ville en faisant cette démarche de sauver des personnes pendant cette période trouble et sombre de l'histoire? Est-ce que nous ne pourrions pas baptiser du nom de Lapeyre une rue, un parc ou une avenue de Saint-Sevé à l'occasion? Parce que je pense que ces personnes méritent cette reconnaissance. Cette histoire n'est pas connue et le fait d'avoir une rue avec ce nom, Lapeyre, permettra peut-être aux Saint-Sévérins de s'approprier cette histoire qui est une noble histoire. C'est juste une proposition, monsieur le maire. Voilà, je pense que ça serait quelque chose de tout à fait normal de pouvoir honorer ces personnes qui ont permis à Saint-Sevé de grandir dans l'histoire. C'est une excellente idée. On s'en souvienne tous dès qu'on aura une rue à Nouvelle, qu'on y pense bien entendu.
Écoutez, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Deuxième délibération, qui est elle aussi d'actualité. Nous vivons ces dernières semaines à la fois connu cet été avec une telle chaleur assez exceptionnelle, une prise de connaissance de l'accélération des enjeux climatiques et environnementaux. Nous subissons depuis plusieurs semaines avec la guerre en Ukraine une tension sur l'approvisionnement en énergie, et donc il nous faut à la fois assurer l'autonomie et l'indépendance française en matière de production d'énergie et le faire de manière décarbonée. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà depuis plusieurs mois et plusieurs années amorcé une réflexion pour essayer d'accueillir sur Saint-Sevé une centrale photovoltaïque. Dès 2018, dans le plan local d'urbanisme qui avait été adopté, la zone de Saoubière avait été classée en USR, zone urbanisée pour accueillir des installations photovoltaïques. La société EDF Renouvelable France, filiale d'EDF, dont l'État détient 84% du capital, qui développe, finance et construit des parcs photovoltaïques. Le projet de centrale photovoltaïque situé au lieu-dit Saoubière, sur une emprise de l'ordre de 5 hectares, concerne des terrains appartenant à la commune de Saint-Sevé pour l'essentiel. C'est une toute petite surface qui est classée en USR, qui appartient au propriétaire précédent de ce terrain, qui avait gardé un bout de terrain qui est dans la emprise. Cette future centrale photovoltaïque aurait une puissance de 8 mégawatts, je pense. Watt crête, je cherche le C, ce qui correspond à la consommation de 4500 habitants à l'année. Vous avez une note technique qui vous a été jointe, qui présente tous les éléments d'information qui sont à notre possession à ce jour. Il y aura bien entendu une procédure administrative avec une enquête publique. L'occasion pour moi de dire que nous avions déjà lancé il y a plusieurs mois l'inventaire faunistique et floristique, bref, les enquêtes environnementales, qui à ce jour ne présentent pas de zone à enjeu particulier, mais qui vont être complétées dans les semaines à venir par les études complémentaires d'EDF. Cette centrale pourrait démarrer son fonctionnement courant 2025. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Martinez. Non, pas de questions. C'est un sujet que je connais quand même assez bien. Juste des remarques par rapport à ce dossier. Bon, aujourd'hui, vous l'avez dit, le contexte géopolitique, le défi climatique, on le prend en pleine face. On l'a vu aujourd'hui. Il sera peut-être temps de se rendre compte que continuer à produire avec de l'énergie carbonée, c'est un suicide collectif qui ne porte pas son nom. Bon, pour ce projet, évidemment, on ne peut qu'être pour la simple bonne raison, c'est que le gouvernement a mis un sacré coup d'accélérateur sur ce type de projet, puisqu'il y a une dernière circulaire qui est sortie là, le 22 septembre dernier, c'est une circulaire qui est très explicite, qui est signée par 4 ministres, qui dit clairement, en gros, ouvrons les vannes, quel que soit le projet, bien sûr, sous réserve du volet environnemental. Tous ces projets doivent être menés à bien, et menés à bien rapidement, puisqu'on donne 24 mois de délai entre la connaissance d'un dossier par les services préfectoraux et la signature du permis, puisque les permis de construire des centrales photovoltaïques de ce type relèvent de la compétence exclusive de l'État. Donc voilà, donc on n'a pas trop le choix, il faut le faire. Après, c'est source de recettes également. Par contre, il faudrait être extrêmement vigilant sur la problématique d'intégration paysagère, puisque même si la parcelle aujourd'hui est classée correctement au niveau du PLU, donc on n'est pas à l'abri d'avoir, et c'est bien légitime, de la part de certains riverains, d'interrogations ou de crispations. Donc je pense que la délibération, elle est présente aujourd'hui, donc je souhaiterais quand même, à moins que ça ait déjà été fait,
qu'il y ait quand même une large concertation qui puisse être faite avec les riverains, même si elle n'est pas prévue réglementairement, puisqu'il y aura une enquête publique issue de la fin de l'instruction, en cours d'instruction du dossier. Ce serait bien voilà, qu'il y ait peut-être une réunion, sachant que je le répète, soyons pragmatiques, les textes sont très clairs, la circulaire, je l'ai sous les yeux. Aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, tous les projets de photovoltaïque au sol qui pourront surgir dans notre pays, que ce soit ici ou ailleurs, ont de fortes chances d'émerger sans trop de difficultés. Pour vous donner une idée, vous avez une centrale ici de 8 MW crête. On espère en poser 70 000 MW crête avant 2030 en France. C'est pour vous donner une idée, c'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si on va poser des centrales photovoltaïques au sol dans notre pays, c'est de savoir où on va les poser et combien on va en faire chaque mois. C'est ça la réalité. Donc le pragmatisme l'emporte, pour toutes les raisons que l'on connaît, donc nous voterons cette délibération. Deux éléments d'information. Des équipes d'EDF, à notre demande, ont prévu une réunion avec l'ensemble des gens impactés, c'est-à-dire tous les voisins, le vendredi 4 novembre à 19h. Et les équipes d'EDF ont des équipes chargées de concertation qui ont dès à présent prévu de faire des permanences en mairie, de façon à mener un dialogue avec chaque voisin pour qu'il ait au cas par cas répondre à toutes les questions et que l'intégration paysagère permette qu'il n'y ait pas de nuisance. L'autre élément d'information que je n'avais pas donné mais que vous aviez dans vos documents, le loyer qui nous est proposé pour des 22 ans de bail est de 52 000 € par an, soit une recette pour la commune de 1 144 000 € sur les 22 années à venir, auquel il faut qu'on ajoute les 8 000 € de taxes foncières tous les ans. Voilà. Donc c'est de l'ordre de 60 000 € par an pendant 22 ans, sachant que les fermes peuvent a priori continuer leur exercice au-delà de ces périodes si tout se passe bien, comme souhaitons. Sur les procédures telles que je les évoquais, l'idée n'est pas que les procédures soient minorées par rapport à avant, mais que toutes les étapes de la procédure puissent se faire en même temps plutôt que les uns après les autres. Donc je tiens à rassurer les gens qui pourraient être inquiets, qui pourront s'exprimer, qu'il n'y a pas de procédure au rabais, que tous les points seront soulevés et pris en compte, si ce n'est que sur les dossiers portés par EDF Renouvelables, il y a eu 98% de taux de réussite. Ils s'engagent dans ce dossier parce qu'ils l'ont analysé et à leurs yeux, il répond à tous les critères. En particulier, la grande force de ce projet, c'est que le poste de source n'est qu'à 5 km par la route, 3 km si on peut traverser les bois, ce qui est très 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 proche par rapport au lieu de production. Donc c'était aussi un des points de force qui avait fait qu'il avait été classé en zone destinée à l'accueil d'une centrale photovoltaïque dans le PLU en 2008. Oui, de précision. La réunion du 4 novembre se déroulera en mairie. En mairie, d'accord. Le département sera invité, puisque nous sommes gestionnaires de voirie, il faudra une autorisation d'accès sur la route départementale, je suppose. C'est Enedis qui s'occupera du raccordement au poste source et qui a l'habitude de travailler avec vous. Donc on aura l'invitation. Donc sur la réunion du 4, ce qu'il propose, c'est que l'ensemble du conseil municipal puisse y participer. Ça sera encore plus simple, en plus des voisins. Mais sachant que de là, il y aura un gros travail de médiation qui sera fait avec chacun. Le but, c'est que chaque voisin, avec ses particularités, puisse avoir des réassurances auprès de l'État. Je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Troisième point à l'ordre du jour. Le dossier de centrale photovoltaïque est déjà un gros dossier, à la fois pour son impact financier, mais aussi pour l'enjeu qui dirait l'avenir. En gros, si chaque commune de France faisait comme nous, on aurait une autosuffisance énergétique. Hein. Donc que chacun à son niveau développe ses propres sources, on le fait là. Je vous rappelle que c'est un complément de ce qu'on avait fait sur les toitures de la Pachère et les toitures de la Loubert, tel qu'on l'avait prévu dans
dans le budget avec la création du budget annexe, production d'énergie. Mais le gros dossier de ce soir, c'est l'adoption du plan de référence. J'ai eu la question d'Olivier tout à l'heure, j'espère que tu ne vas pas nous le présenter, Arnaud, ça prend 1 heure, effectivement, c'est quand même assez gros. Ça fait 2 heures la dernière fois. En fait, je vous propose, plutôt que de revenir sur le document que vous avez tous eu, de faire un... On a fait, je tiens à remercier le service communication de la ville, une forme de synthèse, qui je crois, dure 8 ou 9 minutes, sous forme d'un petit film, qui reprend toutes les actions de ce plan de référence. En introduction, je voudrais rappeler que c'est quand même le fruit d'1 an et demi de travail. Je tiens à remercier notre chargé de mission revitalisation, que nous avions recruté il y a 1 an et demi ou 2 ans. Remercier notre directrice générale des services qui sont aussi fortement impliquée dedans. Remercier tous les acteurs publics qui ont participé à l'élaboration de ce plan. J'en profite pour remercier la région, très présente à nos côtés. On a eu une réunion cet été avec Éric Sargiacomo, qui est élu de la majorité régionale de notre commune, et avec qui on a eu un échange très, très fructueux. J'en profite pour saluer la réunion très constructive qu'on a eue ensemble avec toi, Olivier, avec le plaisir de voir dossier par dossier à quel point on pourrait essayer d'optimiser les subventions et l'accompagnement du département, que je tiens à remercier, qui s'est doté de dispositifs spécifiques, supplémentaires à ce qui existait de manière courante pour aider les communes comme la nôtre à mettre en place une action forte de régénération de son centre. Je voudrais aussi remercier l'État, puisque nous avons eu une rencontre avec la direction régionale des affaires culturelles à Bordeaux, qui a pris la décision de nous accompagner sur le dossier de transformation des Jacobins en pôle culturel, qui est un lieu aussi classé au monument historique. Et nous avons eu aussi, avec la préfecture, plusieurs réunions de travail, à la fois sur l'îlot Krabos, mais également sur l'ensemble des dossiers qui pourraient être éligibles aux différents fonds de l'État, notamment les différentes places et rues, qui sont des dossiers qui avant ne faisaient pas l'objet d'aide de l'État, mais qui exclusivement, dans le cadre de Petite Ville de demain, peuvent être accompagnés par l'État. L'occasion pour moi de vous dire que Petite Ville de demain est donc une opportunité pour des communes comme la nôtre d'avoir des financements tout à fait exceptionnels que nous n'aurions pas eu 3-4 ans en arrière. Et donc c'est une opportunité à saisir, de faire un véritable effet de levier, de mettre un coup de booster à notre centre pour que dans les années à venir, on change le regard, qu'il reprenne totalement vie et que ce soit un des lieux les plus agréables à vivre du département des Landes. Mais plutôt que des longs discours, je vous propose qu'on regarde une vidéo. Alors on va peut-être éteindre les lumières, on verra mieux. Depuis 2021, Saint-Sauveur fait partie de Petite Ville de demain. Grâce à ce dispositif, des professionnels ont travaillé avec tous les acteurs publics, l'État, la région, le département, la communauté de communes et la ville de Saint-Sauveur pour élaborer un projet de revitalisation jusqu'à 2032. C'est le plan de référence. 32 actions ont été retenues, comme la rénovation complète des Jacobins, la transformation de la manufacture Krabos en hôtel, la rénovation de l'espace François Mitterrand, la création d'un grand parking et d'une clinique dentaire allée du Carmel, et le réaménagement des rues Lafayette, des Arceaux et de la place de Verdun. La première action est bientôt finalisée avec le réaménagement de l'avenue de Gaulle, entrée principale de la ville par le nord à Perret. Avec le parc et la chapelle rénovée il y a quelques mois, c'est une véritable invitation à venir dans l'hypercentre de Saint-Sevé, depuis les bords de la Dour. Lieu emblématique de l'histoire de Saint-Sevé, les 3600 m² de la friche de la manufacture Krabos intègrent également une cour donnant sur l'ancien bâtiment construit au pied des murailles de la ville. On verra émerger une liaison piétonne entre le quartier du collège et le centre-ville. Saint-Sevé ne dispose pas d'hôtel touristique en cœur de ville. La manufacture Krabos est le lieu idéal pour accueillir cette nouvelle structure. Avec une trentaine de chambres, une piscine, un spa, 2 lieux de restauration mettant en avant la gastronomie locale et le poulet,
Un cabinet d'architectes, des investisseurs privés et des professionnels du monde de l'hôtellerie et de la restauration travaillent depuis plusieurs mois sur le projet. Les Jacobins ont quant à eux vocation à devenir le marqueur principal de l'entrée de ville, où l'on remettra à jour les anciens remparts comme un appel à venir découvrir la cité historique des Landes. La place de la République redeviendra un véritable parvis avec une entrée directe sur le cloître. La rénovation d'un espace si grand ne pourra se faire en quelques mois. Le découpage de la rénovation s'échelonnera sur les 7 prochaines années. Ce projet débutera en 2024 par la transformation de l'église actuelle en salle de spectacle d'une capacité de 500 places, avec loge et cuisine, pour servir également de lieu de réception. Puis, la galerie nord sera transformée en galerie traversante, avec un accueil mutualisé, un accès direct aux étages avec le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, et une liaison entre la place de la République et la rue du Général Lamarque. La place de la République sera rénovée en 2025, tout comme la salle capitulaire. Ces 4 phases fermes ont pour vocation à être réalisées sur ce mandat. Plus tard, les 800 mètres carrés de l'étage seront disponibles pour accueillir la médiathèque. L'Acte Jacquer pourrait s'agrandir et devenir une résidence d'artistes ou une auberge de jeunesse. Enfin, le côté de la rue du Général Lamarque pourrait être le lieu d'accueil commun du pôle avec une boutique. Aux portes des Jacobins, un grand parking sera aménagé l'année prochaine. L'idée est d'ouvrir cet espace sur la place de la République et le centre-ville avec un cheminement sécurisé tant pour les piétons que pour les véhicules. Plus d'une 50aine d'arbres sera planté. Enfin, les dentistes s'installeront dans l'ancienne école maternelle. Les travaux ont commencé sur l'axe stratégique du parcours marchand de l'hypercentre. Depuis quelques mois, des changements se dessinent aux abords de la place du Cap du Pouilly. L'Hôtel de France et des Ambassadeurs va être transformé en 14 logements par un investisseur privé ayant acheté à la ville les pentes qui accueilleront un parking pour ces logements et qui permettra de libérer la vue sur les remparts et la vieille ville. De l'autre côté, des opérations de rénovation, voire de démolition-reconstruction, sont envisagées sur l'enchaînement d'immeubles vacants. Comme sur la rue du Touron, des colonnes de végétation en pied de façade viendront verdir l'espace. La reprise des voies, trottoirs et stationnements de la rue Lafayette va favoriser sa dynamique commerciale. Nous profiterons de ces travaux pour mieux connecter l'immeuble François Mitterrand à la rue Lafayette avec la plantation d'arbres et un cheminement piéton qui longera les anciens remparts. Suite à l'abandon de la communauté de communes du projet de médiathèque, une réflexion a été engagée pour connaître les opportunités de reconversion de ce lieu. Disposant d'un grand nombre de parkings aux alentours, ce lieu se prête à l'accueil d'activités libérales, médicales et paramédicales, en parfaite complémentarité avec les professionnels déjà présents à la maison de santé pluridisciplinaire. Il est également proposé qu'à l'angle de la rue du Tribunal et de la rue Lafayette puisse être reconstruit un édifice contemporain qui accueillerait en rez-de-chaussée un magasin et des logements à l'étage. Dans la continuité de la rue Lafayette, la rue des Arceaux va elle aussi être requalifiée dans la même esthétique. La voirie sera au même niveau que les trottoirs actuels pour être accessible par tous. Les parkings en arrêt minute seront déplacés à l'opposé de leur emprise actuelle, permettant des plantations en pied d'arcade qui magnifieront ce lieu patrimonial. Enfin, pour évoquer les anciennes arcades aujourd'hui disparues, un empierrement permettra à la fois de symboliser ces pieds d'arcade, mais également de servir de banc. Ces travaux s'achèveront avec la place de Verdun. Les terrasses des commerçants seront agrandies avec un revêtement en pavé. La place ombragée sera conservée et la végétation y aura toute sa place avec notamment le verdissement du chevet de l'abbatiale. Intégralement de plein pied, le cheminement piéton y sera agréable, vous laissant profiter de ce cœur battant de la cité. Le diagnostic réalisé par le cabinet AID Observatoire en 2019 a montré que 35% des locaux commerciaux de la commune sont aujourd'hui vacants. C'est un véritable défi. Le concours Mon Centre-Bourg à un incroyable commerce a déjà permis l'installation de nouveaux jeunes commerçants motivés. La mairie mettra également en place un système de location-sous-location pour des locaux aujourd'hui vides afin d'y réaliser des travaux facilitant l'installation de nouveaux commerces. Un centre-ville avec de nouveaux commerces, un centre-ville avec un pôle culturel, un centre-ville réhabilité, un centre-ville qui peut donc accueillir de nouveaux habitants. Plusieurs dispositifs existent pour l'aide à la rénovation des bâtiments-villes. Une opération d'amélioration de l'habitat avec la communauté de communes, l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine avec la commune, un partenariat avec la Fondation du patrimoine, des aides pour la rénovation des façades et des toitures, et la mise à disposition d'un produit pour le nettoyage des façades. Un exemple, la commune rénovera en 2023 sa plus grande façade, celle de l'hôtel de ville. L'hypercentre deviendra une zone apaisée, limitée à 20 km/h.
une zone de rencontre qui permettra aux piétons et aux vélos d'être prioritaires et de circuler en toute sécurité. Une organisation simple permettra également d'augmenter l'offre de stationnement. Des arrêts minutes réglés par des capteurs le long des principaux commerces, une zone bleue au pourtour redéfinie avec les habitants et des stationnements supplémentaires en périphérie. Une réflexion est également en cours pour permettre la mise à disposition de stationnements pour tous les propriétaires voulant créer de nouveaux logements. Pour faciliter la vie de tous, nous améliorons aussi la signalisation des parkings. Avec le réchauffement climatique, le verdissement des espaces est une priorité. Après l'obtention de sa deuxième fleur au label des villes et villages fleuris, la commune doit poursuivre ses actions de fleurissement et d'embellissement dans une démarche de développement durable. Vue emblématique donnant à l'arrière sur les anciennes douves et les remparts, le bâtiment crée le lien entre la place principale de la commune et les espaces verts. Porté par la communauté de communes, il a vocation à accueillir le nouveau siège de l'Office de tourisme Lanchalos, moderne, doté de dispositifs numériques et de scénographie. L'ancienne cantine sera progressivement rénovée afin d'y accueillir des services à la population, peu ou pas présents en centre-ville aujourd'hui, comme une maison d'assistante maternelle ou un accueil de jour pour de jeunes adultes handicapés par exemple. Tous ces projets n'ont pas vocation à être réalisés en 5 ans. Ce plan de référence est prévu pour s'achever en 2032. Parmi les actions futures, on peut retrouver à l'arrière du quartier Montadour, espace autrefois utilisé en terrain de football par les écoles, comme un potentiel agrandissement au parc de Toulouse. Grâce à son emplacement entre la place du Tour du Sol et le cloître de l'Abbatiale, la maison d'Arquet, propriété de la ville depuis 2011, est une belle opportunité pour accueillir des artisans d'art ou encore un espace de coworking. L'hôpital, spécialisé en gériatrie et psychogériatrie, doit continuer à se développer. En 2032, nous fêterons le centenaire des arènes Henri Capdeville. La place de Morlagne, avec son parc arboré, ne sera pas oubliée pour rester un lieu festif de la commune. L'ancienne usine du Bernay représente une surface de bâtiment et une emprise foncière importante, unique en cœur de ville, et nous offre des perspectives de reconversion favorisant l'emploi et la dynamique de la ville. De plus, notre commune regorge de demeures d'exception. L'hôtel de Bourrouillan va par exemple être retenu par le loto du patrimoine. La commune restera aux côtés des propriétaires afin que ces derniers bénéficient d'un maximum d'aide fiscale de l'État et de mécénat. Enfin, d'une surface de plus de 2000 m², l'hôtel de ville est aujourd'hui en grande partie inoccupé. Ces espaces pourraient être mis à disposition pour devenir une maison des associations avec ses salles de réunion, ses bars, ses locaux de stockage. La mise en accessibilité et l'amélioration de l'accueil des usagers seront des enjeux de la rénovation de ce bâtiment. Ce programme d'action s'élève à 20 millions d'euros sur les 10 années à venir. 10 millions jusqu'en 2026 et 10 millions entre 2027 et 2032. Grâce à Petite Ville de demain, nous pouvons obtenir des financements exceptionnels du département, des financements de l'État sur les bâtiments, les aménagements et les monuments historiques, et de la région sur des opérations d'habitat et le pôle culturel. En un mot, être labellisé Petite Ville de demain et avoir mis en place un plan de référence, c'est obtenir des taux de subventionnement inédits. Près de 60% de ces opérations seront ainsi subventionnées. Il restera à la charge de la commune 1 million d'euros par an, qui correspondent à 2/3 de notre capacité à investir. Ces projets sont finançables et il faut maintenant les mettre en œuvre année après année pour le bien-être des Saint-Séverines et des Saint-Séverins. Madame Boucher. Bien, écoutez, c'était une synthèse. Merci de rappeler au début tous les projets qui sont très opérationnels, parce que de fait, la particularité de notre plan de référence, c'est qu'à peu près la moitié des projets en enjeu financier sont déjà des sujets pour lesquels on a des chiffrages, des études qui sont prêts à être lancés ou déjà en cours de lancement. Et on a évoqué à la fin ce qui pourrait avoir lieu en 2027 en 2032 sur la prochaine mandature, mais là c'est plutôt une orientation, puisque le but du plan de référence, c'est à la fois de décrire, de mettre en cohérence toutes les actions pour essayer de donner le maximum d'attrait à la vie, mais aussi de dresser une perspective. Et en ce sens, le travail en commun avec l'ensemble des instances a été très fructueux et je remercie tous les partenaires. Y a-t-il des questions, des prises de parole avant qu'on passe au vote?
dans votre propos introductif, effectivement, donc le conseil départemental accompagne le dispositif Petite Ville de demain avec une enveloppe financière extrêmement conséquente de 10 millions d'euros sur la douzaine de communes, 14 communes qui sont éligibles à ce dispositif. On a pu travailler ensemble longuement, puisqu'on a passé en revue l'ensemble des fiches actions ici même, mais c'était quelque chose d'intéressant puisqu'il fallait absolument faciliter, rendre efficient le dossier et de pouvoir ainsi obtenir le maximum de subventions, puisque l'objectif, que ce soit pour nous, opposition, ou pour vous, majorité, c'est qu'on puisse redynamiser la commune de Saint-Sevé. Je pense que ça transcende le clivage politique. Alors bon, il y a un petit clin d'œil quand même, il y a pas mal de choses qui se feront après 2026, donc là ça sera un autre match, mais c'est normal, c'est le jeu. Bon, je vous l'ai dit aussi, c'est qu'il y a une première enveloppe qui a été votée au conseil départemental, on sait tous les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de Petite Ville de demain, que ce soit à Saint-Sevé, à Jetmo, à Jaune ou ailleurs, on se projette très très loin, c'est bien normal, on est sur le temps long. Donc, c'est un clin d'œil de ma part, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas tout faire en 6 ans, c'est juste impossible. Les procédures administratives dans ce pays, on le sait, sont particulièrement longues. Bon, après, fondamentalement, on a fait le point entre nous, le point a été fait également avec Eric Sargiacomo à la région. Je pense qu'on peut mettre entre guillemets en musique toutes ces opérations. On avait demandé à ce qu'il y ait une priorisation de manière à ce que on puisse avoir entre guillemets une tranche ferme. Ça sera la fin de la tranche ferme correspondra aux prochaines échéances électorales. Et je dirais que la tranche conditionnelle concernera le mandat municipal suivant. Bon, ça nous convient très bien, bien entendu. Moi, j'ai pas à juger, nous n'avons pas à juger finalement du choix que vous avez fait de commencer telle ou telle opération en premier. On vous souhaite que ça puisse réussir, bien entendu. C'est l'intérêt de tout le monde, pour les Saint-Sévérines et les Saint-Sévérins, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup d'argent à mobiliser, beaucoup de travail, de la complexité dans les dossiers. Donc nous, bien entendu, on ne va pas s'opposer, on va même voter pour le plan de référence et donc toutes les opérations qui pourraient être amenées à être présentées ici au conseil municipal, sous réserve du respect de la réglementation, bien évidemment, ça va de soi. Donc pas de soucis particuliers nous concernant. Moi, je reste à votre disposition comme j'ai pu le faire. Quand je dis je reste à votre disposition, bien évidemment, je ne veux pas parler au nom d'Eric Sargiacomo, mais je pense que lui aussi a dû le dire au niveau de la région. Et bien sûr, les services du département, tout autant, sont à la disposition du chargé de mission Petite Ville de demain, de la directrice générale des services et des élus si besoin est. Et s'il faut refaire des réunions de concertation et de travail, c'est avec plaisir que nous nous associerons au travail de la commune de Saint-Sevé. Merci beaucoup. J'ai ma DGS qui m'a dit que j'ai fait une erreur sur la délibération sur le photovoltaïque. En fait, il est plus prudent que je ne participe pas au vote. Donc, je vous propose qu'on le resoumette au vote, en mon absence. Voilà, de toute façon, en tant que maire, comme c'est moi qui ai signé les papiers derrière, il vaut mieux que je sorte. Je vais aller me reposer 2 secondes et je confie. Maintenant qu'on sait qu'il y a une unanimité dessus, je passe la parole à Jacques. Pour ce qui concerne le point 2, concernant le projet de centrale voltaïque Saunière, qui est contre. Il y a la suite dans les idées. Qui s'abstient? Toujours la même suite. Donc je conclus que tout le monde est pour. Bon. Et bien donc on va adopter ce plan de référence. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Vraiment, ça a été des centaines et des centaines d'heures de travail. Je vous remercie pour ce document et je remercie vraiment la service communication pour ce petit clip qui fait vraiment une synthèse. On peut les applaudir. Quatrième point à l'ordre du jour, et on est dans le match, puisque c'est l'approbation de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la communauté des communes pour les travaux d'aménagement des rues Lafayette, Fournière, Saugardin. L'occasion pour moi de dire que sur ce dossier-là, par exemple, si on avait rénové ces voies en 2018,
on aurait eu 4% d'aide. Le fait de le faire maintenant, grâce à l'État, grâce au département, grâce à la communauté de communes qui garde la compétence voirie, c'est entre 60 et 70% d'aide. Donc vraiment, je crois qu'on a, dans le phasage des projets, on a priorisé les dossiers dans la tranche à court terme qui mobilisent le maximum d'aide aujourd'hui pour nous permettre de faire le maximum de choses. Ça a déjà été adopté en conseil communautaire, le dernier conseil de CONA. Je vous propose que nous l'adoptions en cas de questions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Cinquième point, nous avions adopté lors du conseil municipal du 24 juillet 2021 une délibération, c'était au tout démarrage du mandat, permettant à des voiries privées qui seraient remises en état ou qui le seraient déjà aujourd'hui et qui desservent plusieurs maisons, d'être rétrocédées au domaine public et d'être à partir de là à la charge de la commune. On a déjà listé les sujets concernés. Il y en a dans le quartier de Proyan, par exemple. Voilà. Il y a des fois des aménagements qui se font au gré des évolutions et qui font qu'il y a encore des voiries privées. J'ai eu la semaine dernière une demande à Perret qui remplit les conditions d'exigibilité qu'on aura sûrement lors d'un prochain conseil municipal. En l'occurrence, vous avez tous eu le plan. Il se trouve que le chemin de Pourreille était pour partie publique et pour partie privée. Il y a une branche de 273 mètres de long qui vient d'être à la charge des bénéficiaires, des utilisateurs du chemin actuel, qui a été complètement refait sur la base d'un cahier des charges validé par les services voiries de la communauté de communes, qui est repassé une fois les travaux faits pour constater leur conformité. Et donc, il vous est proposé dans cette délibération d'accepter la rétrocession au domaine privé de la commune de Saint-Sevé, non, domaine public, au domaine public, et nous allons le dénommer chemin de Pourreille, de façon à ce qu'il continue à avoir le nom du chemin de Pourreille. Des questions? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Par principe de prudence, puisque parmi les trois habitants qui vont bénéficier, il y a Jacques qui bénéficie, il va pas participer. Je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Autre dossier important, nous aurons adopté le rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous avons sur le bord de l'avenue Crabos, à côté de la salle de tennis de la Pachère, en face du terrain d'honneur et du parking d'honneur du foot, une prairie qui appartient à M. Beyris, qui appartenait au frère Beyris, puisqu'un des deux est décédé. Il se trouve qu'un des deux frères est malheureusement en maison de retraite aujourd'hui, donc c'est un dossier assez lourd pour qu'on puisse avoir les contacts et les autorisations de pouvoir acquérir cette parcelle. Je remercie Patricia pour son travail de médiation avec les différents services concernés qui nous ont permis d'obtenir de la part de l'UDAF, je crois, l'autorisation de pouvoir acquérir ce terrain qui est nécessaire puisque nous allons doubler le bassin de décantation de la prestation industrielle de façon à ce que la décantation se fasse mieux et que toute la charge qui arrive des égouts dans ce lieu parte bien à la station de d'épuration, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Donc il nous fallait acquérir ce terrain. Il est classé constructible à des fins d'installation liées aux équipements d'assainissement. Nous allons l'acquérir pour un prix de 29 000 € pour une surface quasiment de 1 hectare.
J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. Je vous propose de le passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Écoutez, je vous remercie. C'était ce deuxième bassin, une des 2 ou 3 grosses opérations qui ont été identifiées dans le schéma directeur d'assainissement qu'on avait adopté ces mois précédents. Et donc cet investissement qui est quand même très lourd, qui est de plusieurs centaines de milliers d'euros, va pouvoir ainsi se réaliser. 7e délibération, c'est donc l'adoption du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau 2021. Vous l'avez tous reçu. Parmi les points à noter, nous avons un rendement de notre réseau d'eau qui s'améliore petit à petit, puisqu'il est de 72%, alors qu'il était de 67% en 2018, et que le contrat de délégation de service public fixe un objectif à 71. À constater que nous avons une forte chute des achats et des ventes d'eau sur 2021, qui est liée à la grippe aviaire, qui a réduit fortement la consommation de la part de nos industriels. Nous avons, tel que c'était prévu dans le contrat de DSP, une baisse de la dette du budget de l'eau importante, puisqu'elle est de 132 000 € en 2021, tout ça avec des investissements qui sont de l'ordre de 180 000 €. Puisque sur 2021, l'ensemble des réseaux de l'avenue du Général de Gaulle avait été refait avant que le tapis d'enrobé soit fait par la communauté de communes. Y a-t-il des questions, des prises de parole? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Il nous faut adopter le rapport sur la qualité et le prix du service assainissement. Sur le service assainissement, nous sommes en 2021 dans une phase de très forte baisse de la dette, puisque nous avons une baisse de la dette du budget assainissement de 281 000 €. C'est 558 000 € depuis le début de la délégation de service public, puisque l'intégralité des investissements est portée par l'autofinancement du contrat de la Sogedo. Une série d'investissements ont été mis en place pour essayer d'améliorer nos performances par rapport aux réglementations en termes d'assainissement qui sont grandissantes chaque année. Sur 2021, et ça a été finalisé sur 2022, notamment l'avenue de la Gare, où tout le réseau d'assainissement a été changé, puisque nous avions le Hound de Metz, qui est une des 2 canalisations principales qui part du parc de Toulousette, grosso modo, la voie nouvelle, et qui arrive au niveau de l'ancienne gare de Saint-Sevé-Versailles. Et donc on avait un 600 mm en forte pente qui arrivait dans un réseau de 250 mm. Autant vous dire, nous avions sur ce point-là une très forte déperdition à chaque orage. Et donc maintenant c'est un 600 mm qui a été mis tout le long de la gare. On a aussi plusieurs centaines de milliers d'euros. Et lorsqu'on aura le deuxième bassin de décantation, on devrait, semble-t-il, être en conformité par rapport aux normes d'assainissement. Pourtant, il y aura encore d'autres travaux, notamment de mise en séparatif, puisque je rappelle que la rue Lafayette qui est en cours, pourquoi on casse les trottoirs qui étaient en bon état, ce n'était pas notre débat, c'est parce qu'il faut à la fois refaire les réseaux d'eau, tous les compteurs vont être, les branchements de compteurs vont être changés, mais surtout mettre en séparatif le tout à l'égout et la collecte des eaux de pluie, qui n'avait pas été fait lorsque les travaux de voirie avaient été refaits il y a 25-30 ans. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous adoptions ce rapport. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Autre délibération que nous prenons chaque année, c'est le calcul du coût que la commune consacre en termes de frais de scolarité pour nos enfants inscrits à l'école publique, qui a 2 incidences financières.
nous permettre de facturer ce coût aux communes qui nous confient leurs enfants. C'est principalement les enfants qui viennent de Bamako où il n'y a pas d'école publique, mais également des communes voisines dont nous accueillons les enfants, principalement pour les questions d'Ulysse, puisque nous avons une classe Ulysse qui bénéficie à un territoire de Saint-Sevé, mais aussi de toutes les communes alentours. A contrario, nous avons aussi ce calcul qui s'applique vis-à-vis de l'école Sainte-Thérèse pour les enfants de Saint-Sevé qui sont accueillis là-bas. Je crois que ce chiffrage a été présenté en commission des finances. Jacques se tient prêt à répondre à toutes vos questions s'il y en a. Le calcul est le même que les années précédentes. On a une augmentation de combien, Jacques? Le coût par élève passe de 724 à 734. On en a parlé en commission finance. En fait, les chiffres globaux sont pratiquement identiques. Simplement, il se trouve qu'il y a 26 élèves de moins en 2021 par rapport à 2020. Et donc, si vous divisez à peu près le même chiffre par un chiffre plus petit, ça augmente le résultat. Donc, un coût par élève de 9,92 € supplémentaires. Ça, sur 734 €, ça reste dans les purs normales. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va l'adopter. Y a-t-il sur la délibération 9 qui concerne la participation des communes voisines aux frais de scolarité des enfants inscrits dans les écoles publiques? Une opposition? Une abstention? Je vous remercie. Sur la participation des frais de scolarité de la commune de Saint-Sevé engagée à financer ces frais auprès des enfants de Saint-Sevé scolarisés à Saint-Thérèse sur une convention qui date de 81, qui a été appliquée par tous les maires successifs. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Pour Saint-Thérèse, vous vous opposez? Sachant que c'est le même calcul, mais pour Bamako, vous vous abstenez. Oui, condamne. Bon, écoutez, sans commentaire. Point 11. La commune finance la gratuité des transports scolaires pour les élèves domiciliés à moins de 3 km de leur établissement scolaire. Ça fait partie de la politique sociale que nous avons souhaité pour que personne ne soit lésé. Nous le faisons depuis 2019. Ça concerne donc 2 familles. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. C'est donc un forfait de 195 € qui correspond au coût assumé par les familles que nous prendrons en charge pour cet exercice scolaire. 12e délibération, l'harmonie s'est rapprochée de nous, de façon à acquérir un tuba. Le tuba, c'est cet instrument qui fait la voix de basse. L'harmonie, c'est généralement un instrument assez gros et assez coûteux. Pardon? Je l'utilise pour plonger. Mais je savais bien que c'était ça. Il était important pour moi de préciser ce qu'était le tuba, parce que ça donnerait lieu à tous les jeux de mots. C'est généralement des acquisitions que les harmonies gardent pour de longues années. Il y a généralement 1 ou 2 musiciens par formation musicale qui jouent de cet instrument. Il se trouve que le département a un dispositif d'aide qui est très favorable au soutien à la musique d'harmonie. Je laisserai peut-être vous parler, mais en tous les cas, pour qu'il puisse y avoir une aide, il faut que ce soit la commune qui en fasse la demande. De toute façon, nous faisons une demande de subvention de 1 710 € correspondant à 45% du montant de l'acquisition du. Olivier, tu peux peut-être dire quelque chose? Écoute, on laisse cette place ce soir.
Moi, je te fais la réclame sur la politique de soutien de la... Quand je vois ça, j'en suis très ravi parce que c'est important de soutenir la musique et la culture, mais je vous invite à lire la multitude d'interventions réglementaires et financières que nous avons au département. Vous seriez surpris de toutes les subventions que l'on peut donner selon les sujets. Et celui-ci en est un, mais bon, l'harmonie en a besoin. Donc, prochaine commission permanente au conseil départemental, je voterai également, comme ce soir avec mes collègues de l'opposition, cette subvention avec plaisir. J'espère que ça va durer jusqu'à la fin. Je trouve qu'on a beaucoup de consensus ce soir. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous sommes donc au point 13. Nous avons fait des rencontres avec le comité des fêtes. Nous avons eu l'été le plus chaud de l'histoire. Nous avons eu les fêtes les plus froides de l'histoire. Pluvieuses, il y a eu à travers l'histoire des fêtes très pluvieuses. Plus pluvieuses que cette année. Mais malheureusement, il n'a pas assez plu. Le comité des fêtes fait une demande de subvention complémentaire de 15 000 € pour finir l'année avec une trésorerie positive qui lui permet de continuer son activité. Quelle est la raison pour laquelle il y a eu un déficit cette année de la part du comité des fêtes? Les comptes ne sont pas définitivement arrêtés, ils seront présentés à la prochaine Assemblée générale, mais on a eu la possibilité d'un dialogue franc et le maximum d'éléments. Il y a deux causes, grosso modo. La première des causes, c'est que le samedi, la corrida a fait 1100 entrées payantes. Il y en a eu 2100 le dimanche. Pour tous ceux qui étaient là le samedi, 12 degrés, un crachin terrible. Généralement, le jour même de la corrida, il y a 500 places qui se vendent. Une place, c'est grosso modo 50 €, entre 45 et 50 €. C'est autant de moins d'entrées. Malheureusement, et c'est pour ça que je reviens sur la pluie, l'assureur a considéré qu'il ne pleuvait pas assez pour prendre en charge le spectacle au titre de l'assurance, alors qu'il y a eu un crachin pendant tout le spectacle. Deuxième élément... C'est un assureur, quoi. C'est un bon assureur. On n'a pas d'assureur, je crois, parmi nous. On peut se lâcher, c'est ça? Le deuxième, il a fait très froid et il a plu le samedi, le dimanche, il ne faisait pas très beau le vendredi soir. Les recettes de buvette sont 12 000 € inférieures à 2017. Sachant que... Il fallait faire du vin chaud. Bon, voilà. Je veux quand même remercier les bénévoles et les dirigeants du comité des fêtes parce que le partenariat est de 157 000 € sur un fête. C'est un chiffre tout à fait incroyable. 157 000 € de sponsoring. Ce qui a permis au fond, alors que les entrées sont très faibles, de faire la demande à la commune. Elle est certes conséquente, mais elle n'est pas démesurée. L'occasion pour moi de dire que cette aide sera versée sans décision modificative. C'est-à-dire que nous avons d'autres comptes dans le budget et nous avions établi selon un principe de prudence qui nous permet de donner cette aide complémentaire sans modifier le budget. Donc ça, il n'y aura pas d'impact pour le contribuable ou les finances de la ville. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Moi, juste, c'est 12 000 € de recettes en moins, c'est ça? Oui. De recettes. De recettes. D'accord. Sur le buvette, oui. Donc en gros, c'est 6 000 € de marge. Sur les buvettes. Oui, Olivier. Oui, c'est vrai que pas de chance. La météo vraiment était pourrie, c'est impressionnant. D'ailleurs, il y a 2 jours de pluie pendant 100 jours et ça tombe pendant les fêtes, c'est vraiment pas de chance. C'est quand même extraordinaire. C'est vrai. Bon, malgré tout, alors, la logique voudrait qu'effectivement le comité des fêtes fasse l'arrêté des comptes, fasse l'assemblée générale et puisse après venir en appel de fonds auprès de la commune de manière à nous expliquer, chiffre à l'appui, avec une certification des comptes, qu'il manque de l'argent. Bon, on a bien compris qu'il y a sûrement encore quelques fournisseurs à payer. Et urgence, on ne va pas pénaliser les fournisseurs, on va voter pour également cette délibération.
en souhaitant que cette année, enfin, nous soyons officiellement invités en tant qu'élus de l'opposition et que la publicité soit faite pour cette assemblée générale du comité des fêtes. Mais bon, moi je salue aussi le travail parce que je sais que c'est pas facile et avec cette météo exécrable, je pense que c'est peut-être d'autant plus compliqué, donc il n'y a pas de souci. On votera bien entendu cette subvention complémentaire. Le meilleur moyen d'être invité à l'Assemblée générale, c'est d'être bénévole au comité des fêtes. C'est aussi notre voie, c'est possible. Bénévole en étant élu, Bon. c'est parfois compliqué. Juridiquement, Non, le bénévole, c'est possible. D'ailleurs, il y en a plusieurs parmi le conseil. Il y en avait d'ailleurs dans la majorité. Et donc, ils vont sortir d'ailleurs. Qui ne participe pas au vote? Solange Codex, Dominique Barrière et Yoann Labarrère. je vois si j'y vais, il y a encore du monde qui va m'accompagner. Et Agnès Gauzienne, a priori. Je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour eux. Ils peuvent revenir. Il nous reste trois délibérations, deux qui sont aussi récurrentes. L'exonération de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. On est tous d'accord pour l'adopter de nouveau cette année. Pour autant, formellement, je vais demander à ce qu'il y ait un vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons une demande d'ouverture dominicale. Là aussi, c'est tous les ans une délibération récurrente. Vous avez les dates et les demandeurs. Les oppositions, les abstentions. Je vous remercie. Le dernier point, on l'avait gardé pour la fin. Lui, c'est pas récurrent. C'est l'adoption du plan de gestion UNESCO, puisque vous n'êtes pas sans savoir que notre abbaye bénédictine est classée à l'UNESCO depuis 1998. Et je passe la parole à Jean-Marc. Je tiens vraiment ici solennellement à remercier et Jean-Marc et Lisiane qui ont été à l'origine de ce gros travail qui a été validé par les services de l'UNESCO qui ont entériné cette proposition de plan de gestion. Jean-Marc, la parole est à toi. Alors, je vous rappellerai quand même que l'abbaye bénédictine de Saint-Sevé est une des 78 composantes, donc des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, chemins de Saint-Jacques qui ont été inscrits, donc, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, en 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2013, l'État a entrepris un gros travail sur ce bien UNESCO. Il a d'abord nommé un préfet coordinateur, c'est celui de la région Occitanie. La CIR, qui était la CIR Compostelle, a été transformée en Agence française des chemins de Compostelle et des outils ont été mis en place pour la gouvernance. On a d'ailleurs voté ici, il y a 2 ans ou 3 ans, la zone tampon. Et puis, donc, la mise en place de ce plan de gestion. Les chemins de Saint-Jacques, donc de Compostelle, ça concerne quand même 10 régions, 32 départements et 95 communes. Il y a 71 monuments et 7 sections de chantier, puisque les 78 composantes, ce n'est pas 78 monuments. Il y a donc, parmi les composantes, il y a 7 sections de chantier. Alors ce plan de gestion, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va d'abord nous permettre de renouveler notre inscription à l'UNESCO et cette reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se décline à 2 niveaux. Il se décline donc le plan de gestion au niveau des chemins de Saint-Jacques eux-mêmes, c'est-à-dire au niveau national. Donc il y a un plan de gestion national. Et puis ensuite, il y a des plans de gestion au niveau de chacune des composantes. Le but du plan de gestion, qu'est-ce qu'il est? La première des choses, c'est de préserver et conserver l'édifice et son entourage et son écrin, et puis créer des outils de développement, que ce soit un outil de développement du territoire à 2 niveaux. Au niveau humain, d'abord, tout simplement par des actions culturelles et éducatives, et puis au niveau touristique, grâce à l'itinérance du chemin de Saint-Jacques, bien sûr, et puis par rapport au tourisme culturel. Et tout ça en respectant
surtout les valeurs qui sont portées par le bien. Dans les documents qui vous ont été donnés, vous avez reçu 2 documents. Un premier qui est sur la connaissance du bien, son histoire, son lien avec les Semaines de Saint-Jacques, et puis un second qui est le programme d'action pour les années à venir. À ce stade, je voudrais remercier chaleureusement, Arnaud l'a fait tout à l'heure, mais je voudrais le faire personnellement, remercier notre DGS pour son aide précieuse dans l'élaboration de ces documents. En effet, Alizé Le Panéraire, vous le savez, est parti au printemps. Et nous sommes retrouvés devant ce dossier sans, je dirais, la ressource humaine nécessaire pour le monter. Et donc j'ai beaucoup apprécié le travail collaboratif qu'on a pu faire avec Lisiane Mathieu. Et pour vous soumettre ce plan de gestion dans les temps, hein, et vous le soumettre au vote ce soir, afin qu'il soit compilé avec les autres plans de gestion des autres composantes. J'en profite d'ailleurs, je vous parlais d'Alizé Le Panéraire, j'en profite pour vous dire qu'une fiche de poste a été établie pour le remplacement d'Alizé et que nous devrions recruter quelqu'un d'ici la fin de l'année. Alors je ne vais pas m'étendre sur la première partie de ce plan de gestion, hein, qui reprend toute l'histoire, etc. Mais je vous invite tout de même à le lire, car cela permet de mieux comprendre la valeur historique et patrimoniale de notre abbaye des Lévitiers. En ce qui concerne les objectifs stratégiques, c'est-à-dire les objectifs 2022-2027, vous êtes rendu compte qu'ils recroisaient assez régulièrement, de temps en temps, les actions du programme Petite Ville de demain. Je ne reviendrai pas sur toutes ces actions, mais je reviendrai sur quelques-unes. La première, elle aura lieu très rapidement, puisque en novembre, nous aurons la sortie d'un ouvrage consacré au Beatus de Saint-Sevé, qui sera coédité par la BNF et Citadel et Masno. Et il devrait y avoir une présentation de cet ouvrage qui devrait être faite dans la deuxième quinzaine de novembre à Saint-Sevé. Il y aura une première présentation de cet ouvrage donc à la BNF, et puis dans la deuxième quinzaine de novembre, une présentation sera faite à Saint-Sevé. Alors la manière dont ça sera fait, c'est pas encore totalement déterminé, mais on vous tiendra au courant. Voilà. On a parlé tout à l'heure des travaux sur la rue des Arceaux et sur la place de Verdun. Eh bien, ces travaux, bien entendu, ils vont revaloriser l'écrin qui entoure l'abbatiale, et donc ça fait partie des actions. Une chose que l'on veut mettre également, c'est la préparation d'un livre grand public sur l'abbatiale. L'abbatiale a été rénovée, vous avez tous vu le résultat, et il nous paraît important d'avoir un livre grand public qui puisse présenter l'abbatiale et qui puisse être vendu aussi bien à l'Office du tourisme qu'au musée. Voilà. La mise en valeur, on vous en a parlé tout à l'heure de la façade sud de l'abbaye, qui est la façade que nous avons ici, qui est la façade de la mairie. Les actions envers les scolaires que nous souhaitons développer avec notre nouveau, je ne sais pas, attaché de conservation. À ce titre, pour vous donner une information, au mois de novembre, le comité culture de l'académie va se réunir à Saint-Sevé. On a la chance que l'ancien directeur de l'école publique de Saint-Sevé est responsable de ce comité culture, et c'est comme ça qu'il a demandé à ce que ce comité se réunisse, et donc je leur ferai visiter en même temps le musée, l'abbatiale, etc. Le contrat d'entretien, autre action, le contrat d'entretien de l'orgue qui a déjà été mis en place. La volonté aussi d'étudier et de mettre en place un contrat d'entretien des toitures. Les toitures ont été à peu près toutes rénovées, sauf celle du presbytère. Et il est certain que si on veut ne pas avoir des catastrophes, il faut que ces toitures soient entretenues régulièrement. Et aujourd'hui, il faut que ce soit des entreprises spécialisées qui s'en occupent. Et effectivement, il existe des contrats d'entretien de toiture. Une idée également, c'était le transfert de la salle du Trésor dans une des chapelles hautes. Autre action, Puenta la Reina est sur le chemin de Saint-Jacques, et nous allons fêter prochainement les 50 ans de notre jumelage,
et ça sera bien entendu l'occasion de développer les valeurs du bien. Enfin, je terminerai sur une action qui vise à rapprocher les 4 composantes hollandaises des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à savoir R, Sort de l'Abbaye, Milizan et bien entendu Saint-Sevé. Pour l'élaboration de ce plan de gestion, nous avons eu des séances de travail qui nous ont rapprochés avec les autres composantes landaises, et je pense que l'itinérance autour des chemins de Saint-Jacques peut être un développement touristique supplémentaire pour notre département, notamment dans la partie lande intérieure, je dirais. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Voilà. Merci. Voilà, être classé à l'UNESCO, c'est pas pour toujours. Non. Il faut tous les 5 ans se remettre au travail. Merci Jean-Marc. Y a-t-il des questions? On va traiter ce dernier point à l'ordre du jour. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Et je crois que c'est un record de taux de vote à l'unanimité. Et Madame Duprat n'est pas là. Et Madame Duprat n'est pas là. Nous lui ferons passer que si voyez bien ce que vous avez fait.